Et bienvenue à cette session. Bonjour à ceux qui étaient présents et bonjour à ceux qui viennent de nous prendre en cours. Je suis Nadia Ouedraogo, la modératrice de cette session. Nous allons nous entretenir avec M. Auguste Sankara sur les accessibilités des solutions IA. Je vais laisser la parole à M. Auguste pour qu'il puisse se présenter et commencer. Est-ce que Auguste Sankara nous entend? Allô? J'espère qu'il n'a pas de problème avec sa machine. J'avais du mal à activer mon. Euh, Avant de commencer, je vais déjà féliciter les initiateurs de cet événement-là, la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes. Donc, bravo déjà pour la tenue de cette activité et dire merci pour l'occasion qui m'est offerte de faire cette présentation. Monsieur Bazongo, est-ce que tu es prêt avec le PowerPoint? Oui, c'est actuellement en train d'être. Je pense que. Ok, Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui, on voit. OK. Donc, Monsieur Nadia, est-ce que vous pouvez désactiver votre micro? voilà. Donc, Sankara, tu peux y aller. C'est live. ok, d'accord. Donc, on est sur le premier slide. Oui, mais le premier slide. D'accord, d'accord. Ok, donc déjà, je crois que si je ne me trompe pas, ça doit être le thème, Mhm, accessibilité des solutions d'IA. c'est ça. Ok, d'accord. Donc, on peut essayer d'avancer sur le prochain. C'est bon. D'accord. D'accord. Juste une seconde. D'accord. Donc, le deuxième slide, c'est bon? C'est bon. Ok, le deuxième slide, c'est à peu près le plan, la présentation que j'ai présentée normalement. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, on va. C'est essentiellement introduction,
une conclusion. Maintenant, pour le développement, il y a 5 points essentiels, voilà, qu'on va essayer de parcourir ensemble. Donc, on peut passer, je crois, au troisième slide. OK, c'est bon. D'accord. Donc, je me présente rapidement. Je suis Sankara Auguste. Je suis ingénieur informaticien. Je suis certifié développeur back-end par Simplon Burkina. Voilà. Et à part ça, je suis associé gérant d'une structure dénommée Epic Burkina. Alors, c'est une structure que j'essaye de mettre en place. Voilà. Donc, pour l'instant, on est toujours dans les aspects techniques. Donc, c'est pas fonctionnel à 100%, mais on mène déjà quelques activités. Voilà, notamment la conception, voilà, des sites web, des applications, que ce soit métier ou des applications mobiles et tout. Voilà, donc c'est euh, le logo que j'ai essayé de présenter. Voilà, donc on est en pleine situation en tout cas actuellement. Donc, me concernant, c'est ce que je peux dire. Peut-être après, s'il y a des questions, on pourra revenir. OK. Et donc, on va passer à l'introduction. Donc, au slide suivant. Donc, je suis vraiment honoré ce matin d'être là pour échanger un peu avec vous sur l'accessibilité de façon générale et l'accessibilité des solutions numériques de façon, et des solutions d'IA plutôt de façon spécifique. Voilà, donc accessibilité numérique de façon générale, ça c'est pour tout ce qui concerne les solutions numériques et accessibilité des solutions d'intelligence artificielle en particulier. Donc aujourd'hui, on constate que euh, l'intelligence artificielle occupe une très grande place dans notre quotidien, voilà. Que ce soit volontairement, je veux dire consciemment ou inconsciemment, on utilise tous l'intelligence artificielle, même sans le savoir. Voilà. Rien qu'avec les réseaux sociaux, je crois que pas mal de réseaux sociaux aujourd'hui embarquent des solutions d'intelligence artificielle, voilà, pour optimiser un peu l'expérience en fait sur les applications. Donc, on le fasse consciemment ou pas, on utilise d'une façon ou d'une autre l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui quasi présente dans presque tous les réseaux sociaux, pour ne citer que, et pas mal d'autres plateformes, d'autres applications qui existent. Donc, on parle d'accessibilité, ça c'est adressé essentiellement à qui? C'est adressé à tout le monde. Que vous soyez étudiant, que vous soyez expert dans le domaine de l'intelligence artificielle ou que vous soyez juste un simple passionné du numérique ou de la technologie de façon générale, l'accessibilité euh, vous concerne. Donc, ça concerne tout le monde en réalité. Voilà. Donc, il n'y a pas de cible spécifique, par exemple, pour dire, bon, tiens, l'accessibilité, c'est adressé à tel groupe de personnes ou à tel non. Que ce soit les développeurs, que ce soit les utilisateurs, ou que ce soit les têtes pensantes, ceux qui élaborent les solutions ou qui proposent. Voilà, ça nous concerne tous, en fait. Voilà. Et en ce sens que l'accessibilité ou pour que l'intelligence artificielle ou que les solutions numériques ou les solutions technologiques soient bénéfiques ou soient vraiment utiles à tout le monde, il faut vraiment qu'on intègre l'accessibilité en fait. Donc c'est un pan très essentiel, un pan très essentiel. Voilà. Que ce soit pour euh, l'utilisation quotidienne, que ce soit pour quand vous voulez que votre plateforme ou votre solution soit utilisée, si elle n'est pas accessible, ça va être compliqué en fait que ça soit utilisé. Donc, pour pouvoir permettre vraiment une large utilisation, voilà, il faut vraiment que l'accessibilité soit au cœur vraiment de la solution numérique ou bien de la technologie que vous développez. Donc, on peut passer au slide suivant. C'est Donc, on bon. va déjà dire,
qu'est-ce qu'on entend déjà par accessibilité pour commencer? Donc, l'accessibilité, c'est un ensemble en fait, de moyens, de pratiques, donc de bonnes pratiques si on veut, et un ensemble d'outils, voilà, que l'on utilise en fait pour pouvoir rendre accessibles, voilà, les solutions numériques, voilà, de façon générale, voilà, à un large euh, éventail en fait, de public, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes en situation de handicap, ou que ce soit les personnes, par exemple, sur la barrière linguistique, par exemple, pour ceux qui n'ont pas un niveau d'alphabétisation avancé. Voilà, l'accessibilité touche tout le monde. Donc, c'est pas pour une classe de personnes spécifiques, ça concerne tout le monde. Voilà, il faudrait que, par exemple, une solution numérique développée, que quelqu'un qui n'est pas allé loin à l'école, comme on dit ici, puisse pouvoir l'utiliser de façon intuitive, que voilà, l'interface soit tellement intuitive que voilà, la personne puisse pouvoir l'utiliser. Ou quelqu'un, par exemple, qui est limité à côté linguistique, au niveau de la langue, que ça ne soit pas une barrière. Donc, ou bien pour quelqu'un qui a des troubles visuels ou bien qui a d'autres problèmes d'autres formes d'handicap, voilà, que ça ne soit pas vraiment un frein pour eux. Donc, l'accessibilité, c'est un ensemble en fait, de bonnes pratiques et d'outils que on peut mettre en place voilà, dans les solutions numériques voilà, et plus spécifiquement dans les solutions d'IA pour pouvoir rendre accessibles en fait, ces outils-là. L'intelligence artificielle, quant à elle, bon, ça déjà, je crois que beaucoup d'entre vous ici ont déjà suivi quelques présentations ou savent déjà à peu près depuis le samedi. Voilà. Je suis sûr qu'il y a plein de participants. Moi-même, j'ai pris part, donc je sais que beaucoup de participants ont brossé un peu la définition. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la capacité aujourd'hui de donner aux machines à pouvoir exécuter voilà, des tâches voilà, limite proches à faire du raisonnement humain, à pouvoir faire des calculs voilà, pour simuler un peu l'intelligence humaine. Donc, c'est essentiellement ça, l'intelligence artificielle. Donc, les deux mis ensemble, c'est vraiment rendre accessible des outils ou des solutions numériques ou des solutions d'IA aujourd'hui accessibles à un large gamme en fait, de public, en fait, que ce soit des personnes, comme je disais précédemment, âgées, que ce soit des personnes en situation de handicap ou que ce soit sur la barrière linguistique, etc., etc. Dans le contexte de l'IA, c'est comme je dis, aujourd'hui, on remarque ce que je disais à l'introduction. Aujourd'hui, que on le veuille ou pas, on utilise tous l'intelligence artificielle. Voilà. Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, on utilise tous l'intelligence artificielle. Voilà. Ça part déjà des réseaux sociaux à d'autres solutions plus poussées telles que euh, les intelligences artificielles conversationnelles, voilà, les automates tels que les véhicules autonomes, etc., etc. On continue au suivant. D'accord. Donc, pour passer au slide suivant. OK, c'est bon. OK. D'accord. Donc, déjà, quand on regarde aujourd'hui le domaine d'intervention de l'IA, c'est presque dans tous les domaines. Je crois on a même vu dans une des présentations euh, il y a quelques jours sur la fusion nucléaire qui utilise l'intelligence artificielle, par exemple. Voilà, c'est presque dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, dans les télécommunications, ou que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Voilà, l'intelligence artificielle est aujourd'hui quasi présente un peu partout. Donc, à cela, ces solutions d'IA aujourd'hui qui sont aujourd'hui vulgarisées, très populaires, rencontrent quelques défis, notamment sur l'accessibilité, donc d'où la présentation d'aujourd'hui un peu, que ce soit pour les solutions d'IA, comme j'ai dit, que ce soit pour les solutions numériques, que ce soit les sites web, les applications mobiles. C'est que parmi
les participants, j'imagine il y a des profils développeurs, il y a des ingénieurs, etc., etc. Donc, que ce soit les solutions que l'on développe au quotidien, il y a toujours ce défi de l'accessibilité qui est là. Malheureusement, bon, la plupart des gens développent, en fait, on développe, mais on ne prête pas attention à certains détails. Voilà. Pour donner un exemple, par exemple, ou un exemple, par exemple, d'une solution ou bien d'une plateforme qui n'est pas accessible, quand on prend, par exemple, les boutons, voilà, les boutons, il y a des gens, par exemple, qui développent, qui font des solutions, mais vous voyez, c'est écrit bouton, il n'y a pas d'intitulé. C'est-à-dire que le bouton n'a pas de nom, c'est un bouton qui est là, avec juste l'aspect bouton qui est là, mais il n'y a pas de... Donc, résultat, par exemple, pour quelqu'un qui a des problèmes de vue, quand il arrive dessus, il sait qu'il est sur un bouton, mais il ne sait pas ce bouton-là, ça permet de faire quoi. Voilà. Là, nous sommes sur Zoom, qui est une plateforme de visioconférence qui, quand même, essaye tant bien que mal d'intégrer l'accessibilité. Par exemple, pour quelqu'un qui... Moi, par exemple, j'utilise une synthèse vocale pour pouvoir... Voilà, raison pour laquelle c'est M. Bazango qui fait la présentation du PowerPoint et moi, je communique. Donc, parce que, voilà, à ce niveau, c'est un peu difficile. Mais par exemple, pour l'utilisation de Zoom, il y a des boutons. Par exemple, quand j'arrive sur les boutons de Zoom, il y a toujours un intitulé. Donc, je sais qu'est-ce que ce bouton permet de faire. Rien qu'en parcourant juste dessus, tu sais qu'est-ce que le bouton te permet de faire, etc., etc. Donc, c'est pouvoir permettre, en fait, à rendre les interfaces déjà, pour commencer, les interfaces assez intuitives, voilà, pour que quelqu'un qui arrive, qui ne soit pas perdu, en fait. Voilà, ça peut être les images, par exemple, que l'on met, les logos que l'on met. Voilà. Par exemple, en développement web, il y a une possibilité, quand on met une image, de toujours mettre du texte en arrière-plan. Malheureusement, beaucoup de développeurs ne prennent pas le soin de mettre le texte. Donc, pour quelqu'un qui ne voit pas, qui arrive avec une synthèse vocale, la synthèse lui dit juste qu'il y a une image, il y a un graphique qui est là, mais il ne sait pas c'est quoi déjà, c'est une image de quoi, voilà, et il ne sait pas c'est pourquoi. Donc, alors que s'il y avait un texte alternatif, normalement, quand il arrive, même sans voir le visuel, il sait exactement c'est un visuel de quoi. Par exemple, les logos, on peut juste mettre le logo. Donc, quand tu arrives et que tu vois le logo, tu sais que cette image-là, c'est sûrement le logo en fait, de la plateforme ou bien de l'entreprise, etc., etc. Voilà. Donc, les défis aujourd'hui que les solutions d'IA de façon spécifique rencontrent. Donc, parmi les défis, comme je disais, il y a la complexité des interfaces, pour commencer. Voilà. Donc, quand on met un bouton, il faut prendre le soin de toujours préciser, en fait, qu'est-ce que fait ce bouton. Au moins un intitulé pour dire, bon, voilà, tiens, bouton login ou bien bouton, euh, je ne sais pas, retour ou bien, voilà. Il faut toujours mettre un titre, un texte pour montrer, en fait, à celui qui arrive, en fait, que ce bouton permet de faire ça. Au-delà de ça, il y a les icônes que beaucoup de développeurs utilisent. Des icônes assez parlants quand même. Voilà. Pour donner un exemple, par exemple, quand on prend une application comme WhatsApp, par exemple, aujourd'hui, fort est de constater qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent WhatsApp, même sans être allées à l'école. Parce que c'est, quoi qu'on dise, c'est quand même intuitif, quoi qu'on dise. Voilà. Même si c'est pas à 100%, voilà, ils font quand même de leur mieux. Voilà. Par exemple, quand on ouvre, je crois que pour la partie de l'enregistrement vocal, il y a un micro, si je ne me trompe pas, qui est là, qui montre en fait que c'est par là qu'on doit parler. Donc, quand tu vois ça, tu te dis que, ouais, bon, sûrement, c'est ici que je dois parler. Voilà. Mais ça peut être autre chose. Quand ça soit, par exemple, pour activer la caméra, on peut mettre juste la photo d'un appareil photo, voilà, l'icône d'un appareil photo, par exemple, ou bien une illustration, par exemple, d'un flash, etc., etc. Voilà. Juste pour pouvoir montrer à la personne qui arrive, qui voit, qu'en réalité, voilà, à ce niveau-là, ça permet de faire ça, ça permet de faire ça, de façon spécifique, pour que la personne puisse savoir. Donc déjà, c'est côté interface déjà. Ça, moi, je trouve que c'est la première étape déjà. Si l'interface n'est pas du tout accessible ou n'est pas du tout intuitive, c'est difficile à faire pour d'autres personnes. Voilà. Donc, il suffit pas de le faire pour le faire compliqué. Il faut juste le faire assez simple. Voilà. De telle sorte que un enfant, par exemple, de 10 ans qui arrive dessus, qui puisse comprendre, même sans poser de questions. Voilà.
et qu'une personne âgée qui n'est pas vraiment trop familier aux outils numériques, etc., quand il arrive, que ce soit quand même assez intuitif pour lui. Voilà, qu'une personne en situation de handicap, peu importe l'handicap, quand il arrive, qu'il n'ait pas trop de difficultés pour pouvoir se retrouver sur la plateforme. Voilà. Et après l'interface graphique comme défi, il y a déjà euh, par exemple pour les IA, il y a des IA par exemple qui malheureusement euh, n'existent déjà, en tout cas les premières versions, n'existent que dans une seule langue. Alors, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, mais ça ne contribue pas à l'accessibilité. Par exemple, quand on conçoit une solution d'IA qui est uniquement accessible qu'en anglais, c'est vrai que l'anglais, c'est une langue internationale. On est tous censés comprendre au moins l'anglais parlé, mais il se trouve qu'il y a des gens quand même qui ne comprennent pas. Donc, c'est discriminant. Pour quelqu'un qui ne comprend pas la langue, arriver sur cette plateforme, c'est quasiment impossible d'utiliser. Donc, c'est également aussi permettre, en fait, ou entraîner les solutions là, à pouvoir être bilingues, en fait, histoire de pouvoir toucher un large éventail. Voilà. Quoique, on sait tous que, voilà, aujourd'hui, quand on dit technologie, ça rime avec l'anglais. Mais voilà, pour les solutions, que ce soit les solutions numériques, que ce soit les solutions d'IA, voilà, c'est toujours mieux de pouvoir privilégier, en fait, l'aspect multilingue. Voilà. Sinon, voilà, c'est assez biaisé. Donc, il y a une classe de la société qui n'a pas accès, en tout cas pour toute personne qui ne comprend pas la langue, et la personne est immédiatement exclue. Voilà. Donc, ça concerne également les sites web, les applications mobiles, etc., etc. Il y a des sites web sur lesquels tu arrives et tout est en anglais ou tout est en français, il n'y a pas de possibilité de traduire. Donc, ça, c'est vraiment pas accessible. Donc, on doit pouvoir permettre à tout le monde, en fonction euh, de ta zone géographique, en fonction de ta langue, la langue parlée, voilà. Et en fonction, peu importe que que tu sois une personne en situation de handicap, voilà, ou une personne âgée, etc., que tu puisses avoir accès au même titre que les autres. D'accord, donc on peut passer au slide suivant, principe de conception inclusive. Donc, la conception inclusive consiste à garantir en fait l'accessibilité ou la pleine utilisation en fait des solutions, que ce soit les solutions d'IA, d'intelligence artificielle, ou les solutions numériques. Voilà. Donc, la pleine accessibilité, pleine utilisation de ces solutions-là par un large éventail en fait, de public. Voilà. Donc, c'est ça le principe de la conception inclusive déjà. Donc, quand on conçoit, pour les développeurs, quand on développe, voilà, il faut toujours prendre le soin de rendre accessible ou de rendre, en tout cas, dans un premier temps déjà, l'interface graphique déjà, de le rendre euh, très simple, pas du tout surchargé, assez léger, très simple. Voilà. Et deuxièmement, de prendre le soin de toujours mettre du texte et des images ou des icônes simples, mais très parlants. Voilà. De telle sorte que quand tu vois, tu n'as pas vraiment besoin, tu ne te poses pas trop de questions pour savoir qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce que où est-ce que ça doit m'amener normalement. Donc, et pour pouvoir garantir euh, cette conception inclusive-là, c'est déjà associer voilà, les personnes concernées, voilà, à partir même depuis même l'étape même de la conception. Voilà. Par exemple, quand on fait un site web, voilà, c'est toujours mieux d'associer en fait les personnes en fait concernées, donc c'est-à-dire le public cible, le public qu'on vise, de les associer en fait dès la phase même de conception en fait de la solution, afin qu'ils puissent en fait faire des retours pour voir sur l'utilisation, et tout, etc., etc. Voilà, ça part déjà de la collecte des données déjà. Donc pour tout ce qu'on aura besoin de données à collecter,
Donc, dans la collecte des données, il faut vraiment collecter le maximum d'informations et le maximum de détails possibles, de telle sorte à ce que, voilà, arriver sur place et arriver sur la plateforme ou bien sur la solution, que tu n'aies pas trop de questions à te poser parce que tout est là. Et impliquer, comme je disais, les bénéficiaires ou les personnes concernées, voilà, dès la phase même de conception. Par exemple, pour des personnes en situation de handicap visuel, voilà, c'est toujours donner, pendant la phase de test, toujours permettre à ces personnes-là, en fait, de pouvoir tester. Voilà. Quand je prends pour le cas du Burkina, par exemple, actuellement, il y a la dématérialisation qui est une des politiques, en fait, euh, qui est soutenue aujourd'hui par le gouvernement actuel, qui tente de dématérialiser beaucoup, plein de processus métiers. Et la difficulté, c'est que il y a ces sites web qui sont développés qui, malheureusement, ne sont pas accessibles à tous, malheureusement. Et le problème ici, c'est que déjà à la conception, on n'a pas du tout associé en fait ceux qui sont censés l'utiliser. En fait, tout le monde n'a pas été pris en compte. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on conçoit, on fait le test en interne ou à la limite avec un petit éventail de public qui n'est pas vraiment représentatif en fait des utilisateurs réels. Donc, résultat, quand on déploie la solution, elle marche, elle fonctionne bien, mais malheureusement, tout le monde n'a pas accès. En tout cas, pas au même titre. Donc, déjà, c'est dès la phase de test, déjà, essayer d'impliquer voilà, bon nombre de personnes qui seront appelées à utiliser la plateforme. Et pour les interfaces, voilà, il faut toujours prévoir aussi pour les solutions vraiment, comme par exemple pour les solutions d'IA, toujours prévoir en fait des possibilités de personnalisation en fait de l'interface. Voilà. C'est vrai qu'il y a des interfaces qui sont assez statiques. Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais si l'interface est personnalisable, donc en fonction aussi de la compréhension en fait, de l'utilisateur, chacun vient et puis personnalise. Quand je prends par exemple un exemple comme ChatGPT, par exemple, pour l'historique, par exemple, des conversations, je crois qu'il y a la possibilité de laisser pour pouvoir organiser l'historique des conversations comme en fait tu veux. Donc, résultat, euh, ça permet en fait à beaucoup de personnes quand même, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'organisation par défaut qu'ils font, de pouvoir personnaliser par exemple votre flux de conversation à votre manière, histoire de pouvoir vous retrouver. Voilà. Et ça vaut aussi pour d'autres interfaces, etc., qu'on peut personnaliser. Et c'est beaucoup plus en mobile où on peut déjà adapter l'écran, voilà, etc., etc. Donc, permettre aussi la personnalisation des interfaces rend aussi les solutions accessibles. Donc, on passe au slide suivant, où on va présenter quelques solutions. OK, c'est bon. OK, donc, quelques solutions déjà qui est présente. On a déjà les IA, les types conversationnels, tels que ChatGPT, Google Gemini, bon, anciennement Google Bard, voilà, pour ne citer que les deux. Il y a Microsoft Copilot, qui est aussi voilà, assez intuitif, qui est une IA conversationnelle. De façon générale, les IA conversationnelles, voilà, que j'ai cité, voilà, côté accessibilité, quand même, font l'effort quand même d'être, de pouvoir bien se positionner. Voilà. Il y a d'autres assistants vocaux tels que Google Alexa, Assistant, on a Siri sur de Apple, donc sur iPhone et Mac, je crois, et Bixby sur Samsung, etc., etc. Donc, les assistants vocaux, voilà, les IA conversationnels, voilà, et d'autres solutions d'IA, mais malheureusement, pas toutes. Par exemple, quand je prends les IA génératrices d'images et de vidéos, malheureusement, elles ne sont pas toutes accessibles. Il y a quelques-unes qui sont accessibles, voilà, mais malheureusement, elles ne sont pas toutes accessibles. Voilà. Quand vous arrivez, tout est, pour une personne, par exemple, non-voyante, quand il arrive dessus, c'est compliqué. Et au-delà de ça, une fois l'image générée, il n'y a pas de descriptif de l'image en réalité. C'est vrai que tu as prompté, tu as dit ce que tu veux, mais tu n'as pas un retour réel à fait de ce qu'il a créé. Parce que bon, euh, heureusement ou malheureusement, les IA ne sont pas à 100%
au top de leur performance. Donc, il y a quand même souvent quelques petites erreurs. Voilà, donc pour la génération d'images, souvent tu es appelé à reprompter un peu pour pouvoir avoir réellement en fait ce que tu veux. Donc, ça fait que quand il te génère une image, tu ne peux pas, il n'y a pas de descriptif complet réel sur l'image en fait, qu'elle a générée. Donc, pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est difficile en fait, de pouvoir juger, en fait, du, juger le rendu visuel en fait. Donc, le résultat de l'image générée. Voilà, et c'est pas pour les vidéos. Voilà. Pour les images, bon, moi, j'utilise essentiellement ChatGPT, la version 4, donc avec DAL-E 3. Pour la génération de vidéos, j'utilise Flickr. Mais c'est comme je dis, je génère, mais tu es obligé, en fait, de montrer la photo ou de montrer la vidéo à quelqu'un d'autre pour qu'il te fasse un feedback, en fait, là-dessus. Parce que, bon, voilà, c'est généré, c'est vrai, mais bon, tu ne peux pas savoir réellement ce qui a été mis dedans, malheureusement. Voilà. Il y a d'autres outils, il y a d'autres outils. Euh, Quand on prend par exemple les devices, côté device, par exemple, il y a des solutions hardware par exemple, qui intègrent l'assistance vocale. Voilà, on a par exemple, sur les smartphones, aujourd'hui, la plupart des smartphones modernes intègrent déjà l'assistance vocale. J'ai cité certes Google Assistant, chose, et Siri sur Apple et puis Bixby sur Samsung, mais plein de smartphones aujourd'hui intègrent ça. Voilà. Et il y a dans les pays occidentaux, généralement, même dans les banques, au niveau des distributeurs de billets, il y a toujours une assistance vocale qui est là. Donc, pour une personne qui ne voit pas, qui arrive, voilà, c'est plus facile d'utiliser. Bon, malheureusement, ça, c'est pas effectif au Burkina, en tout cas, pas vraiment vulgarisé, voilà, pour l'instant. Donc, ça fait que c'est compliqué. Tu es obligé de te faire accompagner. Voilà. On a également aujourd'hui, avec la conduite autonome, les véhicules autonomes et tout, mais bon, qui ne sont malheureusement pas encore effectif en Afrique, si je peux dire. Donc, pour le cas, par exemple, de Google Gemini, par exemple, donc anciennement Google Bard, pour quelqu'un qui ne voit pas, quand vous finissez de saisir votre prompt et que vous le lancez, il vous dit Gemini est en train de répondre. Il y a le bouton qui envoie, l'intitulé du bouton, par exemple, valider la change en arrière-plan, et puis ça te dit ça. Donc, pour une synthèse vocale, ça te met ça en fait. Donc, quand tu es là, tu sais qu'il est en train de générer. Et dès qu'il finit de générer, il te répond, voilà, Gemini a fini de générer. Et là, tu sais que là, il vient de répondre et tu peux aller voir. C'est pareil aussi pour Microsoft Copilot. Quand tu poses une question, il te dit, voilà, Copilot est en train de répondre. Voilà. Il commence d'abord par, je vais faire ça pour toi. Ensuite, Copilot est en train de générer votre image, ou bien Copilot est en train de répondre. Et enfin, il finit par, euh, Copilot a répondu ou Copilot a fait. Donc, ça permet déjà pour quelqu'un qui ne voit pas de savoir que déjà le résultat est prêt. Malheureusement, ChatGPT, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais néanmoins, il est assez rapide quand même. Donc, quand tu finis de prompter, au-delà du fait qu'il ne dise pas qu'il est en train de répondre et tout, les autres aspects, quand tu parcours un peu l'interface, c'est quand même assez intuitif. Voilà, c'est bien organisé, je trouve. En tout cas, à mon avis, en tout cas, c'est assez organisé. C'est pas trop compliqué. Et il y a toujours du texte alternatif quelque part. Donc, tu sais déjà où est-ce que tu es, où est-ce que tu es en train d'aller. Voilà. Et quand on prend les deux, effectivement, ils intègrent également la possibilité de lire le résultat en fait, euh, de la réponse là en audio, que ce soit Google Gemini, etc., etc. Donc, ça permet à une personne, par exemple, qui a du mal à lire, voilà, d'écouter le résultat. En fait, si c'est une question que la personne a posée, d'écouter le résultat, voilà, en audio. Donc, ça, déjà, c'est, ils ont pris en compte vraiment les personnes qui ont des difficultés pour lire, que ce soit les personnes qui ont des problèmes de vue, ou même juste comme ça, quelqu'un qui n'a pas trop envie de lire, ou tu n'es pas dans une situation de pouvoir lire. Voilà. Donc, tu lances juste l'audio, puis tu écoutes. Voilà. Donc, pour pouvoir, voilà. Donc, au-delà des outils que j'ai cités, c'est comme je disais, pour pouvoir permettre ça, déjà, c'est
soit se mettre dans la peau de l'utilisateur final, voilà, en premier lieu. Et ensuite, une fois que on commence le processus déjà, dès la collecte, comme j'ai dit, ou dès la phase de conception, on implique déjà les personnes qui seront appelées à utiliser afin de pouvoir voir en fait, quelles sont leurs attentes ou quelles, voilà, etc., etc., pour pouvoir en fait, faire un truc qui soit accessible. Voilà. Et au-delà de ça, toujours faire une documentation des solutions. Malheureusement, il y a la documentation de plein d'outils, comme je disais, sont en anglais. Par exemple, pour les solutions d'IA. Alors, je sais que l'IA, essentiellement, les avancées sont tous en anglais. Bon, c'est même pas l'IA, c'est même la technologie en général, comme j'ai dit. Mais, quoique, ça ne doit pas justifier, en fait, le fait qu'on reste uniquement sur une seule langue, en fait. Donc, aujourd'hui, les ressources vraiment assez complètes sont en anglais. Donc, résultat, tu es obligé d'aller chercher des ressources alternatives qui ne sont pas souvent complètes. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué. Donc, quand on développe une solution, toujours prendre le soin de faire une documentation assez complète déjà. Voilà, voilà, une sorte de guide d'utilisation de la plateforme à faire. Donc, slide suivant. Bon, Oui, le slide sur les solutions de bonne pratique, oui, donc on passe maintenant sur le slide sur les ressources. les ressources exactement. OK, c'est bon. OK. Donc, pour les ressources, il y a un document qui est là. Il est en anglais. Donc, voilà. C'est le plus complet que j'ai utilisé, que j'ai trouvé. Il est en anglais. Et c'est comme j'ai souligné, ça limite en fait le champ d'utilisation en fait, de ce document. Voilà. Parce que c'est la version originale. Voilà. Je n'ai pas trouvé de traduction en français de ce document. Voilà, dit dans d'autres langues. Donc, c'est limité en fait. Pour quelqu'un qui a un peu du mal en anglais, ça va être difficile de pouvoir exploiter ce document. C'est un document qui traite des bonnes manières, des bonnes pratiques en matière d'accessibilité. Comment rendre en fait une solution numérique, voilà, accessible en fait dès la conception. Voilà, maintenant, comme d'autres ressources, on a Microsoft AI, voilà, qui développe un ensemble en fait, de solutions, voilà, pour l'accessibilité. Donc, quand on parle, même si vous partez sur le site même voilà, de Microsoft AI for Accessibility, ils disent même que c'est une de leurs missions, rendre accessible en fait l'intelligence artificielle dans presque tous les domaines, que ce soit dans le domaine des études, voilà. Adapter ça vraiment à un large éventail en fait, de public. Donc, ça implique aussi adapter le contenu. Voilà, quand c'est adressé à des étudiants, voilà, adapter le contenu à ces étudiants. Quand c'est adressé à des ingénieurs, adapter le contenu. Quand c'est adressé à des personnes qui ont des spécificités, que ce soit cognitives, voilà, que ce soit physique, voilà, quand on essaie d'adapter en fait ce contenu-là. Donc, ils sont vraiment eux, ils sont vraiment focus là-dessus. Et on a également IBM Accessibility Rapport qui est là, voilà, qui sont des solutions voilà, qui intègrent pas mal, ouais, qui travaillent vraiment sur comment rendre accessible de façon générale, voilà, les outils d'intelligence artificielle. Donc, pour les ressources comme framework, on a TOR, Flow Accessibility. Voilà. TensorFlow Accessibility est une solution en fait, qui permet en fait, de pouvoir créer des modèles, voilà, d'intelligence artificielle. Bon, si on veut du machine learning, c'est essentiellement plus du machine learning, ou qui permet en fait d'entraîner vraiment des modèles de data, d'entraîner du data, voilà, qui est un outil
déjà, dès l'interface, même déjà quand on arrive sur l'interface, déjà, c'est très intuitif et c'est assez accessible. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir vraiment des connaissances assez pointues en, en, en machine learning ou bien en, en apprentissage automatique, voilà, ou en big data pour pouvoir l'utiliser. C'est assez intuitif quand même. Voilà, ils ont une interface graphique assez parlant, assez intuitive. Et ça permet d'entraîner à faire des modèles de données pour ceux qui veulent, par exemple, et d'adapter. Tu peux l'utiliser de façon spécifique. Par exemple, si c'est une solution d'IA adressée aux étudiants, voilà, tu entraînes le modèle là, avec des données dans ce sens-là. Voilà. Ou bien si c'est adressé à une large gamme de public, tu entraînes ainsi de suite. Donc, ça permet en fait d'entraîner des modèles de données, des données plutôt, voilà, histoire de pouvoir en fait permettre en fait le calcul et de pouvoir répondre en fait en fonction des questions ou des entrées qu'on va lui donner. Et on a OpenGPT là. Donc, OpenAI GPT, voilà, qui est un ensemble d'outils aussi mis en place par OpenAI, voilà, qui est assez accessible aussi et qui permet en fait aux particuliers, aux ingénieurs, aux développeurs de pouvoir, à partir déjà des outils-là, développer, pourquoi pas, des outils d'intelligence artificielle personnalisés. Donc, on pourra utiliser ça pour développer ça. Ça peut être utilisé, que ce soit pour la reconnaissance d'images, pour le traitement. Vous pouvez l'utiliser vraiment de façon spécifique pour développer, par exemple, des solutions, voilà, qui répondent à des thématiques ou à des besoins spécifiques. Donc, c'est des outils quand même accessibles. C'est pas, la liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres outils, mais c'est ce que j'ai trouvé. J'ai essayé d'explorer, voilà, et de voir un peu l'accessibilité. Et de prime abord, en tout cas, c'est assez intuitif comme solution, comme plateforme. Donc, pour ceux qui s'intéressent au développement ou ceux qui s'intéressent à tout ce qui est intelligence artificielle, donc comment créer des outils d'intelligence artificielle ou comment utiliser. Donc, c'est des outils, c'est des frameworks que vous pouvez utiliser. Voilà, Tensor, Flow, Accessibility, et puis voilà, OpenAI, GPT, pour pouvoir créer vos modèles et pour être sûr d'une chose que ça, si c'est bien utilisé, voilà, normalement, à la fin, il faudra maintenant développer des interfaces maintenant intuitives et puis votre solution, on pourra dire qu'elle est accessible quand même. OK, on passe au suivant. Il y a une petite vidéo que j'ai essayé d'ajouter. Je ne sais pas si on peut la jouer. Voilà. The teacher has connected a refreshable braille display to the iPad and started the Objective Ed app. Braille AI Read Aloud. Button. Double tap to select. The student selects the second game on the menu called Braille AI Read Aloud. Welcome to Read Aloud. The game will send Braille text to your Braille display. Type by space to start recording and then read the text sent to your Braille display. Tap with 2 fingers to repeat instructions. Tap with 1 finger to begin the game. After the student listens to the instructions, she taps the screen with 1 finger to begin the game. The game is starting. We're almost at the treasure room. Only a few more sentences to go. This game is based on a treasure hunt. Each time the student reads the sentence correctly, she gets closer to the treasure room. Here's the next sentence. Let me send it to your Braille display. What does it say? The game sends the sentence, "Johnny likes apples," to the Braille display, and the student moves her fingers over the Braille cells to read the sentence. Once she has read the sentence and presses the space button, she hears a confirming pop sound. Then she speaks what she read. Johnny likes apples. Processing audio. Yeah, that's right. Nice work. Since she was correct, she gets closer to the treasure room.
Ok, donc ça c'est une des solutions que Microsoft AI for Accessibility, par exemple, propose, ce qui s'appelle le Braille AI. Ça, c'est vraiment pour les personnes en situation de handicap visuel, où avec l'assistance vocale qui est là, ça te permet en fait de pouvoir utiliser le device là sans souci. Voilà, rien qu'avec l'accessibilité, ça te guide voilà, de façon voilà, verbale en fait, pour que tu puisses faire. Donc ça, déjà, ce sont des solutions qui permettent, par exemple, à une personne non-voyante de pouvoir normalement utiliser certaines technologies. Et si ça, c'est intégré, par exemple, et c'est possible d'intégrer ça dans plein d'autres outils, plein d'autres choses, en fait, de la vie quotidienne, telles que dans les gaps, les guichets au niveau des banques, voilà, que ce soit euh, dans quoi d'autre encore que je peux citer. Voilà, il y a pas mal de domaines dans lesquels en fait, on peut vraiment associer voilà, l'accessibilité et l'assistance vocale pour pouvoir permettre à une personne, par exemple, voilà, qui ne pourrait pas utiliser manuellement le device, là, qu'il puisse, en fait, à partir des instructions lues verbalement, voilà, pouvoir l'utiliser, en fait. Donc, on passe au dernier slide, la conclusion. OK. Donc, pour Ok. conclure, je dirais déjà que, voilà, comme j'ai dit, l'accessibilité, c'est un ensemble de pratiques, de bonnes pratiques, comme on dit, voilà, visant à rendre vraiment, euh, accessibles les solutions numériques, voilà, de façon générale, les solutions d'intelligence artificielle de façon particulière, accessibles, voilà, à un grand public, en fait. Donc, c'est permettre déjà aux personnes qui ont des spécificités, que ce soit cognitives, voilà, physiques, de pouvoir utiliser, en fait, des solutions, voilà, en toute simplicité. Et comme pratique, j'ai dit, c'est déjà toujours prendre l'habitude en fait d'appliquer les utilisateurs finaux déjà dès la conception en fait de votre solution. Si vous souhaitez développer une solution d'intelligence artificielle sur le traitement d'image, par exemple, euh, posez-vous déjà la question, c'est adressé à quel genre de public? C'est qui la cible? Ou bien si vous voulez, par exemple, développer ne serait-ce qu'une application mobile ou bien un site web, posez-vous juste la question, qui est-ce que, qui est-ce qui est qui pourront être appelés à utiliser la solution. Et dès que vous identifiez c'est votre public cible, voilà, dès la conception déjà, vous les associez. Voilà, ça peut être déjà en allant vers eux, en essayant de recueillir leurs préoccupations ou leurs attentes, etc., vis-à-vis de la solution. Voilà. Et c'est aussi, pendant les phases de test, leur permettre aussi voilà, de pouvoir tester. Voilà. Moi, je crois que si on essayait vraiment de mettre vraiment, d'avoir ces réflexes-là, de toujours voilà, penser à rendre accessibles les interfaces voilà, que l'on développe et les outils en arrière-plan et permettre aussi aux personnes concernées de pouvoir les tester en amont. Je crois on devrait pouvoir arriver avec des outils vraiment accessibles à tout le monde. Donc, pour les sites web, quand on met une image, ne jamais oublier de mettre un texte alternatif en arrière. Voilà. Quand on met un bouton, ne jamais oublier l'intitulé, par exemple. Voilà. Ne jamais oublier de mettre une icône, voilà, matérialiser en fait ce que le bouton veut faire. Pour quelqu'un qui ne sait pas lire, qui arrive, rien qu'en voyant l'icône, qui puisse à peu près avoir une idée en fait de qu'est-ce que le bouton doit me permettre de faire. Voilà. C'est pareil pour les liens et les autres éléments sur les interfaces. En fait. Donc, sur ce, je vous dis merci. Et s'il y a des questions, on pourrait éventuellement les répondre ensemble. Merci. Ok, merci à M. Sankara pour cette présentation. Nous allons passer à nous allons passer à la phase des questions. Y a-t-il des questions?
Y a-t-il des questions? Vous pouvez lever la main pour parler. Monsieur Amon, vous avez la parole. Euh, un instant. Oui, oui, j'allais juste remercier Auguste Sankara pour sa participation. Je pense que ça semble ne pas être très important, mais quand on regarde les conférences qui ont eu lieu depuis là, on a beaucoup parlé d'inclusion, on a beaucoup parlé de permettre d'adoption par une grande majorité de la population. Donc, je pense qu'au Burkina Faso, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des soucis d'accessibilité. C'est peut-être pour ça que les sites web ne sont pas trop populaires et WhatsApp voilà, est assez intuitif et tout. Et j'aimerais profiter de l'occasion et inviter les développeurs de solutions à utiliser ça même comme disons, un avantage compétitif. J'allais dire ça ainsi. Voilà, c'est pas seulement une question d'inclusion, c'est une question d'avantage compétitif. C'est-à-dire, si vous avez des solutions qui sont très accessibles, très faciles, très intuitives, vous avez plus de chances, en fait, que une grande partie de la population, en fait, aille vers cela. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir Auguste Sankara. Comme vous l'avez vu, hein, c'était pas simple de préparer cela. J'espère qu'il y aura plus de conférences avec Sankara pour que les gens se rendent compte que c'est un sujet important qu'il faut prendre cela en compte. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est, je pense qu'avec l'IA, on a l'occasion de développer des solutions qui sont très accessibles. Je pense que dans ce il disait par exemple que tu vois, il y a une image, tu ne sais pas c'est quelle image, ou bien tu ne sais pas ce qui se passe lorsque tu es en train de, peut-être tu veux naviguer, tu ne sais pas. Mais avec l'IA aujourd'hui, c'est possible de le faire. Tu peux avoir des explications sur l'image, sur ce qui se passe sous le toit. Voilà, l'IA facilite vraiment cela. Donc, voilà, donc j'encouragerais vraiment ceux qui développent des solutions de faire de telle sorte que ce soit très accessible. Et il y a le vocal est très encouragé et ça remet sur pied, en fait, pas sur pied, disons, ça remet sur la selle le projet de Gomdia qui, voilà, ils sont en train de militer pour les langues locales. Donc, tout ça, c'est important. Mais moi, je pense notamment aussi aux parents. Je pense que chacun d'entre vous a l'expérience voilà, de ses parents ou bien d'un parent qui cherche un bouton mais qui n'arrive pas à savoir où ça est, alors que c'est juste à côté de lui. Voilà, ça, c'est des exemples d'accessibilité qui, voilà, ça peut être simple pour moi, ça peut être simple pour toi, mais c'est pas aussi simple pour tout le monde. Donc, il faut que ce soit le plus accessible possible. Bon, donc, voilà ce que je voulais ajouter, peut-être pour permettre à ceux qui ont des questions rapides, parce qu'on n'a pas assez de temps, de les poser rapidement. Donc, voilà, Nadia, ce que j'avais à dire. D'accord. Merci à Monsieur Amon pour son intervention. Y a-t-il d'autres questions? D'accord. Je vois que la présentation de Monsieur 5. Ok, Monsieur Lionel, vous avez la parole. Bonjour à tous. Euh, merci à M. Sankara. Bonjour. Merci à M. Sankara pour la grande présentation. J'avais une question relative aux différents modèles d'IA. J'aimerais savoir, est-ce que actuellement il y a des IA et il y a des modèles d'IA open source qui permettent de faire la conversation audio? Je peux répondre directement ou bien... Oui, Oui, vas-y. Monsieur Sankara, allez-y. Ok, d'accord. Donc, juste pour comprendre, quand tu dis euh, modèle d'IA open source,
qui permet de faire la conversation audio. C'est en test ou bien déjà déployé qu'on utilise, ou bien c'est quoi? C'est pour la conception? Oui, oui, c'est pour la conception. Ok, donc pour la conception, je n'en connais pas trop. Par contre, je sais qu'il y a dans pour la génération plutôt de sons, pas directement de la conversation audio, puisque la conversation audio, c'est un peu ce qui est beaucoup plus fréquent ici, c'est le text to speech. Voilà, c'est pas ce que pour à peu près comme Google Assistant ou bien Alexa, pour des trucs open source utilisables, je n'en connais pas, malheureusement. Donc, je ne sais pas si on peut, s'il y en a, mais j'imagine bien que ça doit exister. Voilà, mais à ma connaissance, je n'ai pas une liste de solutions dans ce sens. Mais je crois qu'avec le modèle LMM là, ça devrait pouvoir exister. Voilà. Monsieur Amon, vous avez la parole. Allez-y. Oui, très rapidement, je pense que Goumdia avait mentionné Seamless M40, qui, je sais pas, je pense bien que c'est un speech to text. Oui, je pense que ce que Sankara dit, c'est il y a le text to speech et il y a le speech to text. C'est-à-dire quand tu parles, ça doit prendre ta voix et puis le transformer en texte. Donc, ça, c'est speech to text. Et puis, il y a le text to speech. Donc, ça prend, lorsque tu reçois maintenant le message, tu vas recevoir disons, le traitement en texte. Tu veux le retransformer en voix. Donc, ça, c'est le text to speech. Donc, il y a des textes to speak et speech to text. Maintenant, open source, il y en a. Je pense que si vous allez sur la plateforme Hugging Face, sur Hugging Face, il y a beaucoup, beaucoup de open source pour speech to text et text to speech. Maintenant, bon, c'est une question maintenant de accuracy, c'est-à-dire est-ce que c'est correct, très, très correct, ça c'est une autre question. Mais de ce que, en tout cas, les présentateurs de la conférence passée ont dit, il y a Seamless M40 semble être pas mal. Je pense que Seamless M40, ça vient de Meta. Je pense qu'à partir de Llama Meta, ils ont fait sortir Seamless M40. Donc, voici peut-être pour aider Lionel pour sa question. Oui, effectivement. Donc, c'est bien ce que tu as vraiment dit. Donc, pour le text-to-speech, effectivement, il y a d'autres solutions comme Auteur AI qui permet en fait de pouvoir enregistrer les présentations, les conférences et les traduire directement en texte. Maintenant, c'est comme tu as dit, le côté open source là, voilà. Et même si ça existe, c'est vraiment limité, quoi. Quand je dis limité, voilà, la vulgarisation n'est pas aussi ça, malheureusement. Voilà. Oui, monsieur Lionel, vous avez la parole. OK. Monsieur Sankara, en fait, bon, Oui, j'étais pas là au cours de la présentation passée, oui, oui. mais ma question, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il existe des modèles speech to speech? Parce que Des modèles? speech to speech, speech to speech, au lieu de, Non, speech to speech, comme je disais, je n'ai pas de problème. Mais quoi que si on parle sur la plateforme que Amon a dit, normalement, on devrait pouvoir rechercher pour voir. OK. Oui, Mhm. si vous allez sur Hugging Face, je pense que vous allez en trouver. Mais quand vous dites généralement speech to speech, en fait, généralement, le speech to speech, c'est utilisé pour faire le clonage de la voix, des trucs comme ça. Voilà, donc, mais c'est pas toujours pour la conversation en tant que telle. Parce que la conversation, tu as besoin de comprendre, comme par exemple, je dis quelque chose, tu as besoin de comprendre ce que je dis, tu as besoin d'analyser et puis tu as besoin de me répondre. Donc, généralement, c'est séparé en différents, voilà, texte et speech to text, text to speech et back and forth. C'est-à-dire, voilà, ça fait des va-et-vient. Voilà. Maintenant, le speech to speech, il doit en avoir, mais bon,
généralement, c'est pas, les gens ne développent pas pour l'instant comme ça. Et Ouais. le cas d'usage le plus populaire, en tout cas, c'est pour le voice cloning. J'ai ma voix, Voilà. je veux avoir ma voix. Par exemple, je veux avoir la voix de Thomas Sankara pour un discours. Voilà, je fais speech et puis j'ai un speech à la fin. Donc, ça, c'est généralement ce qui est utilisé. Je sais pas si ça va, Lionel. Oui, oui, ça va de mon côté. Merci beaucoup. D'accord. Mais y a-t-il d'autres questions? Et peut-être je profite, je pense que la plateforme la plus populaire pour les voice converters, bon, j'ai vraiment des voice converters, hein, speech to speech, c'est Resemble. Je pense que Resemble, j'ai mentionné en fait Thomas Sankara parce qu'il y avait un projet qu'on avait, on voulait prendre la voix de Kwame Nkrumah et puis la mettre dans un chatbot. Donc, voilà, ça c'est carrément carrément du voice cloning. Donc, si vous allez sur resemble.ai, vous allez avoir ça. Mais bon, c'est pas gratuit. Voilà, il y a un prix. Mais c'est beaucoup utilisé pour les deepfakes aussi, hein. Puisque c'est bon. Tu peux cloner la voix. Et récemment, j'ai vu quelqu'un qui a utilisé ça pour le discours comment il s'appelle? Le discours du capitaine Ibrahim Traoré en Russie. Il y a quelqu'un qui a utilisé ça pour faire le clonage de la voix et puis il a traduit ça en anglais, en, en, En en espagnol, italien. en plusieurs langues. Voilà. Donc, Ouais. voilà, c'est des applications comme ça. Les speech aussi, c'est des applications comme ça. Tu mets la voix de Capitaine Traoré en français et puis ça sort en fait en anglais, en allemand, bla, bla, bla. Ça, c'est des trucs comme ça qui. Voilà. Ça, c'était pour compléter, mais voilà. D'accord, merci à vous, Monsieur Ama. Y a-t-il d'autres questions? Bon, je pense qu'on a trop débordé sur l'heure aussi. C'est ça, On c'est va. ça. Mhm. Merci à Monsieur Sankara pour sa présentation et merci à tout un chacun d'avoir suivi cette session. On se donne rendez-vous pour la prochaine conférence. Bonne journée et bon appétit à tout un chacun. Merci. Voilà, mais Merci bien. et déjà, très rapidement, hein, je rappelle très rapidement les conférences qui vont suivre parce que ce soir, il y aura potentiellement pas de conférence. Il y aura juste une formation, la formation qu'on appelle ça, de YOLO V9 ce soir. Euh, ah non, ça, oui, c'est le 23. Mais très rapidement, demain, il y aura des conférences. Il y aura une conférence sur l'IA et la santé. Ensuite, il y aura l'IA et la défense et la cybersécurité. Il y aura une présentation de TAS GPT, qui est une solution qui utilise GPT, qui est local burkinabé. Euh, il y a, il y aura une conférence, bon, une mini-conférence sur l'IA, l'espace et la blockchain. Ça, c'est quelqu'un qui travaille à l'agence européenne, l'agence spatiale européenne, qui est disponible pour une réunion, pour une conférence. Et puis, voilà, demain, ça sera ainsi. Donc, je rappelle, c'est juste pour dire que ce soir, il n'y a pas de conférence à part la formation sur YOLO V9. Et demain, on sera à l'Université Joseph Kizerbo pour conférence sur Bitcoin, Chainlink, blockchain, et puis quelques conférences sur l'IA. Et vous aurez les informations dans le groupe des participants 2024, du Sénat 2024. Donc, ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur, bienvenue. Bon, on vous invite à rejoindre rapidement. Donc, merci et au revoir. Bonne soirée. Merci à Nadia pour la modération. Et puis, on se retrouve potentiellement demain. Voilà, merci. Ok, merci bien.